Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, lutte contre le blanchiment de capitaux. Un gérant d'une SUARL placé sous mandat de dépôt. Le parquet du pôle judiciaire financier annonce avoir été saisi d'un rapport de la Saintif. Levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Les députés en séance plénière vendredi à l'ordre du jour examen d'un projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc. L'Alliance pour la République bat le rappel des troupes. Près de 800 emplois perdus, probable dommage collatéral de la fermeture annoncée des bases de l'armée française au Sénégal. Les travailleurs demandent à l'État de réfléchir à leur réinsertion professionnelle. Mort de la petite Souado Di Diarisso, la Fédération des groupements de femmes de Malika demande à l'État d'accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La Fédération a organisé une marche blanche. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Gérant d'une SUARL placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le parquet du pôle judiciaire financier annonce avoir été saisi d'un rapport de la Saintif mettant en cause le gérant pour un montant de plus de 13 milliards de francs CFA. Explication Ibrahima Khan. Le parquet financier vient d'ordonner l'ouverture d'une information judiciaire assortie d'un mandat de dépôt contre le gérant d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée. La décision fait suite à un rapport de la Saintif qui révèle des faits supposés de détournement et de blanchiment de capitaux portant sur plus de 13 milliards de francs CFA. Entre autres charges retenues contre le mis en cause, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique, infraction bancaire ou commerciale. En croire la Saintif, le gérant en question aurait mis au point des mécanismes financiers pour dissimuler l'origine illicite des fonds détournés. Le mis en cause est désormais derrière les barreaux en attendant la suite de l'enquête. Rappelons que le Sénégal, après avoir été mis sous surveillance renforcée en 2021 par la Sentinelle internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, Dakar a renforcé davantage la réglementation en vigueur avec notamment l'adoption en février 2024 d'une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Les députés en séance plénière vendredi à partir de 11h à l'ordre du jour l'examen d'un projet de résolution pour la constitution dans la commission ad hoc. Dans le même temps, l'Alliance pour la République bat le rappel des troupes. Les apéristes annoncent une mobilisation ce jeudi pour soutenir leurs camarades de Farba Ngom, l'une des personnes, vous le savez, les plus influentes sous le régime du président Macky Sall. À la une également, mort de la petite Souado Di Diarisso. La Fédération des groupements de femmes de Malika demande à l'État d'accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La Fédération a organisé une marche blanche ce matin à Malika. Nous, Fédération des groupements de femmes de Malika, avons appris une tristesse et consternation le meurtre commis sur la petite Diarisso, âgée de 13 ans. Cette tragédie survenue le 1er janvier 2025 nous interpellons toutes et tous sur l'urgence nécessité de la protection holistique des femmes et des enfants au Sénégal. La persistance des viols, meurtres et violences en général est un sujet préoccupant qui met en lumière des enjeux sociaux malgré les efforts des organisations de la société civile et du gouvernement. Les violences sexuelles restent une triste réalité. Ces violences qui mirent le quotidien des femmes et des enfants ne peuvent plus rester impunis. Nous devons donc agir
de manière énergique pour combattre ces violences. Nous interpellons les autorités sur les nécessités de mettre en place vraiment des stratégies nationales pour assurer la protection des femmes et des enfants. Justice toujours, le procureur a requis 7 ans de prison ferme contre 6 policiers du commissariat de Pikine. Ces gardiens de la paix sont cités dans la mort de Mohamed Diop dit Taya. Explication Habib Faye. C'est dans ce quartier que vivait le défunt Mohamed Diop dit Taya. À l'entrée de la maison, son grand frère Ibrahima nous accueille. Il a assisté ce lundi au jugement de son petit frère bastonné par 6 policiers du commissariat de Pikine le 19 mars 2024. Le tribunal départemental, après 3 renvois, a décidé de juger l'affaire. Ibrahima pousse un ouf de soulagement après le réquisitoire du procureur. lu bees suñuy bët la te kontaan nañ bu baax a baax si li nga xamante ni moom la juge bi tracé te gannaaw ba ñu bëri dañ doon yaakaar ni justice amul Sénégal mais démb moom wane nañ ni carrément justice am na Sénégal am li ma gis démb boog dal na xel amul kumba am ndey amul kumba am baay lépp daal jaaral nañ. Il attend impatiemment la date de la délibération fixée le 11 février prochain. nag ñu ngi toog di xaal délibération boobu ñu ko wax le 11 février. mais mbir mi du xaalis du dara ñun yaakaar naa bakkan bi moo ñu gënal bu fekkonte ni mu ngi doon dund de yaakaar naa ne boo ko waxoon 500 millions yi nii wala 1 milliard ak nii pour nga jaay sa bakkan moom du ko def. Un fait saillant note-t-il pendant le jugement. si bees mooy tubéy bii nga xam ne moom ngay gis si image bi Mohamed moom moo ko moom te jour bi problème bi am moom la soloon. Mohamed Diop a succombé à ses blessures dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Sa mort avait même déclenché des séries de manifestations à Pikine. Arrêté depuis avril et placé en garde à vue, le sort des policiers sera fixé dans un mois. Merci Habib. L'autre grand titre de cette édition, des centaines d'emplois perdus, probable dommage collatéral de la fermeture annoncée des bases de l'armée française au Sénégal. Ces travailleurs demandent à l'État de réfléchir à leur réinsertion professionnelle. Voici Djibril Ndiaye, secrétaire général du SYMPAS, qui parle au nom des employés très inquiets. Camarades, en prenant de telles décisions, nous, travailleurs, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'ils ont pensé au sort de tous ces personnels qui y perdront leurs emplois. Car ces pertes d'emploi, si elles ne sont pas encadrées, seraient désastreuses à plus d'un titre, surtout pour les jeunes travailleurs. Pour information, au Sénégal, de 500 personnels en emploi direct et indirect embauchent quotidiennement dans les entreprises militaires français. Sans compter les artisans, les vendeurs de journaux et les prestataires. Il faut aussi noter que 221 entreprises BTP, achat de matériaux de construction et 157 entreprises fournitures de bureaux, alimentaires, produits d'entretien travaillent directement avec les éléments français au Sénégal. Face à ces problématiques, nous nous devions de réagir car nous ne souhaitons pas être les agneaux du sacrifice. De l'État du Sénégal, qui est notre patrie, les travailleurs sénégalais sans exception, évoluant dans ces emprises militaires, attendent leur redéploiement dans les services de l'État ou à défaut de bénéficier d'un plan d'accompagnement pour leur réinsertion sociale. Le cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire QSAMS demande au gouvernement veut une prise en charge globale des décisionnaires après la tenue d'une commission technique. Le QSAMS demande plus d'efforts concernant les questions liées à la retraite et à la couverture sanitaire. Les explications de Nongossar avec Maimouna Ndiaye. Des décisionnaires qui le sont devenus à tort du fait des lenteurs. Ceux-là, ils seront rétablis dans leurs droits avec toutes les conséquences qui devront
en suivre. Mais il faut le dire, il est d'autres aspects du problème rencontré par nos camarades décisionnaires qui restent entiers. C'est l'épineuse question de la retraite. Parce que ces camarades-là, quand ils vont à la retraite, mais ils perçoivent des pensions qui ne sont pas décentes. Donc, sous ce rapport, il faudrait nécessairement que cette question-là soit adressée. Il y a également la question de la couverture sanitaire. Parce que tant qu'ils sont en exercice, ils bénéficient des imputations budgétaires, mais une fois à la retraite, eh bien, ils n'en bénéficient plus. Cette question-là, il faudrait également qu'on l'arrête. La question des décisionnaires n'était qu'un point du passif à côté d'autres points. Donc, l'adressage du système de rémunération, la question de la formation diplômante, la question de l'appurement des rappels dus aux enseignants et de cette fameuse question de la surimposition. Donc, sur toutes ces autres questions également, nous attendons donc les autorités. Il ne faudrait pas du tout que l'on pense qu'il fallait juste régler cette question des décisionnaires pour que tous les problèmes, en tout cas dans le secteur, donc, soient résolus du tout. Révision de la loi sylvo-agro-pastorale, des concertations sont en cours dans les territoires. Objectif, préparer le comité national. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Amadou Ba. Après sa promulgation, en juin 2004, la loi agro-sylvo-pastorale va être révisitée. Cette loi vise à moderniser et à dynamiser le secteur agricole, à promouvoir la sécurité alimentaire et à assurer la souveraineté alimentaire. C'est ainsi que des changements ont été apportés à cette nouvelle loi. L'élaboration d'une loi correspond à une période donnée, à un contexte donné, à une situation donnée. Donc l'actualisation, en fait, c'est ça. Il faut l'actualiser. Et de 2004 à 2024, ça fait 20 ans, donc il y a de nouveaux phénomènes qu'il faut considérer pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, pour un développement agricole durable, pour la préservation des ressources naturelles. Et surtout, il y a l'aspect halieutique, la pêche, qui n'avait pas été bien prise en compte dans la dernière loi, la loi 2004-2024. Donc par cette révision, l'aspect halieutique a été bien pris en compte, ce qui justifie pleinement certains articles et certains titres qui ont été ajoutés pour bien prendre en compte ce sous-secteur halieutique. C'est ainsi qu'à Dakar, pendant 2 jours, des concertations ont eu lieu entre les acteurs. Donc il faut intégrer tous ces éléments dans la nouvelle loi. C'est l'objet même de ces consultations donc, qui ont pris 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans le CRD. Donc le CRD pour partager la nouvelle loi et aussi partager les conclusions quand même des 2 jours de consultation. Parce que ça, c'est important. On donne la parole aux acteurs d'abord pour 2 jours. Et après, on fait une restitution un peu de ces conclusions parce qu'on avait fait des travaux de groupe pour que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des préoccupations puissent être prises en compte. Une loi qui comporte au total 3 chapitres, 102 articles qui ont été élaborés. Et ces consultations citoyennes permettent aussi, dans le cadre du contenu, parce qu'on est juste au draft, quoi. Les consultations citoyennes permettent aussi de recueillir les avis, les points de vue des acteurs, les parties prenantes de cette loi. Des concertations régionales dans la mesure où, dans la capitale sénégalaise, malgré ces bâtiments, existe un grand pôle agricole. Et qui dit région de Dakar aussi, beaucoup de gens pensent que la région de Dakar n'est pas, mais c'est une région vraiment où le secteur primaire est très développé. Si vous constatez bien, il y a beaucoup de pôles maraîchers, pôles agricoles dans la région. L'Indeng, le gouverneur en a parlé, le pôle de Technopole, il y a Padoua, il y a la forêt de Mbao, il y a dans le lac Rose, il y a énormément de pôles maraîchers. Donc Dakar, avec les 4 millions d'habitants, il faut noter que quand même, Dakar, les 4 millions d'habitants sont nourris à partir de la production locale. Donc cette production se trouve à l'intérieur, parfois on ne le voit pas. D'ailleurs, un comité national aura lieu durant la 2e quinzaine du mois de février en présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Fatou Bintou, allons maintenant à Saint-Louis, dans le Nord, où l'exercice annuel du dénombrement international des oiseaux d'eau a été entamé aujourd'hui au parc de Djoudj, l'un des sites, vous le savez, d'hivernage les plus importants de l'Afrique. Voici là-dessus le colonel Ibrahima Gueye, directeur des parcs nationaux, avec notre équipe à Saint-Louis.
que nous avons choisi cette année, c'est le dendrocygne fauve. C'est une espèce de canard qui est commun ici dans le delta du fleuve Sénégal. Mais depuis quelques années, nous éprouvons des difficultés à facilement l'observer, à l'image de son cousin qui s'appelle le dendrocygne veuf, qui est très très présent. On peut le décompter en des milliers et des milliers. Mais pour le dendrocygne fauve, ça fait une décennie que c'est quelques individus. Et c'est pourquoi nous avons choisi cette espèce-là cette année, et pour pouvoir s'intéresser de plus près à sa situation, pour voir quel est le souci réellement derrière la baisse progressive de ses effectifs. Près de 9000 projets ont été financés par la DRFJ pour un montant global de plus de 5 milliards de francs CFA. Annonce faite par la présidente, révélation a été faite par le docteur Edembo, délégué général de la DR. Voyons tout cela avec Biramdour. Le délégué général de la DRFJ a révélé les résultats de la campagne nationale de financement dédiée à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Initialement prévu pour 5 milliards de francs CFA, le programme a reçu une demande impressionnante de 60 milliards, prouvant l'énorme potentiel entrepreneurial du pays. Nous avons voulu, à travers cette campagne, donner à chaque Sénégalais l'opportunité de réaliser son rêve entrepreneurial. Au départ, nous avions prévu une enveloppe de 5 milliards pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu une demande de financement global de 60 milliards de francs CFA. Un montant impressionnant qui témoigne d'une part de la grande soif de réussite de nos jeunes et de nos femmes à travers le pays, mais aussi de la nécessité urgente de soutenir l'entrepreneuriat dans nos territoires. Nous avons bien entendu dû adapter nos ressources et procéder à une gymnastique budgétaire pour promouvoir, soutenir un maximum de porteurs de projets. Grâce à une gestion optimisée, nous avons pu dégager 5,6 milliards, 5 milliards 600 millions de francs CFA pour financer 8 667 demandes, près de 9 000 demandes émanant de toutes les régions du pays. L'une des grandes innovations de cette campagne a été la digitalisation de ce processus de demande. Grâce à une plateforme en ligne, chaque citoyen a pu soumettre sa demande en toute simplicité, garantissant une transparence totale. De plus, pour ne laisser personne de côté, une caravane a sillonné les régions du pays pour accompagner ceux peu familiers avec les outils numériques. Nous avons fait le choix de digitaliser intégralement le processus de demande de financement afin de garantir une transparence totale, une simplification des démarches et une meilleure accessibilité pour tous. En outre, nous avons tenu à nous assurer que cette digitalisation ne crée pas de nouvelles barrières pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils numériques. C'est pourquoi mes équipes et moi-même avons sillonné toutes les régions lors d'une caravane, la caravane de la DER, y compris les zones les plus reculées, pour nous assurer que tout le monde ait bien reçu l'information. C'est avec un sentiment de fierté que nous pouvons dire aujourd'hui qu'aucun département n'a été mis en rade. En 2025, la DRFJ prévoit 11 milliards de francs CFA pour soutenir encore plus de projets. Avec la digitalisation et l'inclusion au cœur de cette initiative, l'avenir entrepreneurial du Sénégal s'annonce prometteur. Enfin, en regardant vers l'avenir, je tiens à affirmer que l'année 2025 sera une année riche en opportunités. En effet, sur le guichet autonomisation, nous avons prévu un financement de plus de 11 milliards pour accompagner encore des porteurs de projets. Et puis un mot de sport, le Sénégal tenant du titre partage le groupe D avec le Nigeria dans le cadre du CHAN 2024. Donc le Sénégal tenant du titre partage le groupe D avec le Nigeria de retour après 2 éditions manquées. Le Soudan qui détient un des meilleurs championnats africains et le Congo, un groupe difficile selon le consultant Papa Lamine Conté, interrogé par Cher Sadibou Diarra. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un groupe difficile, c'est un groupe solide où le Sénégal n'aura pas de cadeau pour conserver son titre. Il faudra vraiment jouer très fort et être solide pour sortir de ce groupe-là et envisager
de la conservation du titre. Voilà, ça, c'est mon premier avis. Le groupe est très solide et les équipes sont dos à dos. Hein. On ne peut pas se voiler la face. Le groupe est difficile et solide. Entre le Nigeria, le Soudan et le Sénégal, on ne se fera pas de cadeau. À la limite, le Congo peut jouer les perturbateurs parce qu'il ne faut jamais sous-estimer ces joueurs congolais. Et donc, le groupe reste difficile et l'un des groupes les plus difficiles par rapport à ce qu'on a vu dans les autres groupes. Donc, le Sénégal jouera grandement et il n'y aura pas de cadeau. Et puis un mot des échos du Conseil des ministres. Le Premier ministre a informé le Conseil dans le cadre des mesures de réduction du train de vie de l'État des nouvelles modalités qui encadreront désormais l'approbation des missions à l'étranger des agents de l'État. Et puis retenez également que l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadj Maguette Sey, fait cap sur Nouakchott. Il va remplacer l'ambassadeur Baye Mokhtar Diop qui était lui à Nouakchott et qui va donc prendre la place d'El Hadj Maguette Sey à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Abdoulaye Der. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.